Bonjour, bonjour à tous. Retour donc sur notre web TV, Vue du droit, pour revenir sur les questions concernant l'Ukraine et l'affrontement qui a pris un tour mondial, l'affrontement entre l'Occident et le reste du monde, parce que je crois qu'on peut effectivement le présenter comme cela. Alors, ça fait une dizaine de jours qu'on n'était pas intervenu à nouveau. Dans le travail de réinformation que nous avons entrepris, nous n'étions pas intervenus parce qu'il y a eu d'abord l'interview de Sylvain Ferreira sur TVL qui faisait très bien le point de tout un tas de questions, interview qui a eu un succès assez considérable puisqu'il y a eu plus de 280 000 vues. La semaine dernière, il y a eu une série d'événements politiques qui posait des questions juridiques, donc nous sommes intervenus sur ce terrain. Et aujourd'hui, comme ça avait été prévu, nous allons diffuser une interview de Jean-Robert Ravio, qui est professeur d'études russes et post-soviétiques à l'université de Nanterre, un expert parfaitement reconnu et parfaitement respectable. Lui, j'aurais tendance à dire. Bien, je pense que c'était assez important d'écrire ce qu'était le pouvoir de Vladimir Poutine, les institutions russes et leur fonctionnement, pour avoir effectivement un éclairage qui soit plus intéressant, plus proche de la réalité que ce que nous servent, comme dans le domaine militaire, ce que nous servent les médias du système, c'est-à-dire nous avons affaire à un mégalomane, autocrate, dictateur féroce qui impose sa paranoïa au monde entier. Bon, donc Jean-Robert va nous expliquer un certain nombre de choses, m'a donné quelques éclairages. Alors, petite observation, vous noterez que à un moment, il y a une coupure nette et à la fin, on aura la même coupure. C'est très simple. Il s'agit du problème posé par le fait que nous utilisions Zoom et lorsque nous avons dépassé le temps imparti et on n'a pas bien maîtrisé ça, ben ça coupe. Donc, je fais ce que je peux, nous faisons ce que nous pouvons, mais effectivement, nous n'avons pas la maîtrise de la post-production, c'est comme ça qu'on dit, nous n'avons pas la maîtrise de la post-production, nous ne pouvons pas faire de montage. C'est la raison pour laquelle la question de la cagnotte est assez importante. Elle a son importance aussi sur le plan moral, parce que dans le travail de réinformation que nous faisons, qui nécessite, je le dis sans fausse modestie, qui nécessite une certaine fermeté, qui nécessite d'être bien accroché, le fait que nous soyons soutenus, et il y a effectivement par la participation à la cagnotte, mais aussi par les messages qui l'accompagnent, eh bien, c'est très important, moralement très important. Sur le plan matériel, ça l'est aussi. Je répète qu'il s'agit d'une cagnotte destinée à nous permettre de procéder à de la post-production qui donnera à ces vidéos une apparence qui sera plus dynamique, plus agréable, avec de l'illustration sonore, avec des extraits vidéo, avec des cartes, etc., qui seront probablement effectivement plus faciles au niveau de l'expression et au niveau de l'information que nous entendons donner. Pardon. Donc, voilà pourquoi cette cagnotte est importante pour cette double raison. Nous, on veut pouvoir avoir des conditions matérielles et j'insiste, les sommes ne seront affectées qu'à cela, uniquement à cela. Et donc, le fait que nous soyons également soutenus parce que c'est un soutien moral aussi, est quelque chose d'important. On se dit que ça vaut la peine de se donner un peu de mal, ça vaut la peine de se faire insulter, ça vaut la peine de se faire menacer. Tout ça, c'est pas grave à partir du moment où on a le sentiment que nous menons un combat juste. Voilà. Donc, la parole va être à Jean-Robert Ravio. Nous reprendrons également nos entretiens avec Sylvain Ferreira, probablement dans le courant de cette semaine,
Hein, ça dépend un petit peu de l'actualité, mais il se passe quand même des choses. Hein. Sur le terrain, la ligne de contact n'est pas très, très active, encore que, mais il y a d'autres choses. Il y a les bombardements, il y a ce qui se passe au plan mondial, les prises de position des uns et des autres. Il y a eu la fameuse attaque de Sébastopol, avec les conséquences que ça a sur le plan de l'exportation des céréales. Tout ça, je pense qu'il faudra faire un petit point et donc je vous dis à très très bientôt. C'est parti. Bonjour à tous. Donc, comme promis, puisque ça avait été annoncé, je vous propose aujourd'hui une interview de Jean-Robert Raviot. Jean-Robert Raviot est professeur d'université, chargé d'études russes et post-soviétiques, si j'ai bien compris l'intitulé, mais je vais lui passer la parole pour qu'il puisse se présenter. Et en même temps, j'en profite pour formuler la première de mes questions. Compte tenu de ce qu'on entend en Occident, hein, l'espèce de délire qui a saisi les sociétés occidentales depuis le 24 février dernier, Poutine est-il un fou qui emmène le monde à l'abîme? Voilà, ma question est formulée. Donc, à vous la parole, Jean-Robert. Merci beaucoup, Régis, tout d'abord pour votre invitation. Je suis toujours ravi de répondre à vos questions. Je suis effectivement professeur en études russes et post-soviétiques à l'Université Paris-Nanterre. Et sans transition, je vais répondre à votre question. Poutine est-il fou et mène-t-il le monde à l'abîme? Poutine n'est pas fou et j'espère que le monde n'est pas encore au bord de l'abîme, même si effectivement ce qu'on entend dans les médias de part et d'autre d'ailleurs, que ce soit les médias russes ou médias occidentaux, relève du niveau de propagande de guerre en fait. Il s'agit de propagande de guerre d'un côté et de l'autre, puisque la Russie est en guerre en Ukraine, mais elle est aussi en guerre contre l'Occident. Et l'Occident aussi, l'Occident est aussi en guerre contre la Russie de manière indirecte pour l'instant, mais il l'est, et ce depuis un certain temps, je vais y revenir. Donc c'est de la propagande de guerre. Poutine va-t-il appuyer sur le bouclier nucléaire? Les Occidentaux vont-ils saisir, enfin le but des Occidentaux est-il de prendre en contrôle de la Russie, etc. Des deux côtés, ça fuse, et on est, j'allais dire, c'est de bonne guerre, si j'ose dire, c'est tout à fait compréhensible et logique que dans une guerre dans laquelle nous sommes, euh, peut-être les médias ont-ils peur de mettre les mots sur les choses, mais nous sommes dans une guerre, hein. Il y a des propagandes des deux côtés. Alors, il n'est pas fou, il y a des propagandes. Je voudrais insister sur un point qui me semble essentiel, c'est que cette guerre Russie-Occident, guerre asymétrique, j'y reviendrai, elle a, je dirais, toute une culture avec elle. Elle trimballe toute une culture avec elle, qui est la culture de l'ancienne guerre, de laquelle on est sorti en 91, qui est la guerre froide. Et d'une certaine manière, cette nouvelle guerre froide, si on peut dire, qui n'est plus très froide d'ailleurs, qui n'a jamais été aussi chaude en fait, il n'y a jamais eu aussi dans l'histoire depuis 45 de conflits aussi chauds entre l'Occident et la Russie, l'URSS. Cette culture de la guerre froide, elle charrie une imagerie, des mythologies très prégnantes qu'on retrouve des deux côtés d'ailleurs, dans les couvertures de magazines, le traitement de l'information, les images, les stéréotypes qui sont charriés. Alors, par exemple, si on prend l'exemple de Time Magazine, qui est un bon exemple, parce que la couverture de Time Magazine est très, comment dire, a une répercussion toujours globale, on voit toujours les mêmes images d'une Russie avec un ours, avec des armes, avec un Poutine représenté comme soit dans les traits d'Ivan le Terrible, soit avec des armes, soit avec des yeux électriques, soit en train de brandir comme ça des espèces de missiles nucléaires. Tout ça fait partie de la culture politique de la guerre froide. Et ce qui explique en fait le délire, comme vous disiez, côté occidental. On voit des choses absolument hallucinantes. Alors, c'est surtout anglo-saxon, en fait, hein. Mais comme l'imagerie anglo-saxonne a beaucoup de force chez nous aussi, elle est trimballée aussi en France, en Allemagne, en Europe.
Côté russe, on a aussi toute une imagerie de la guerre froide, de l'Occident prête à mettre la main sur les ressources naturelles, l'Occident prêt à, en fait, veut détruire, voudrait détruire la Russie. Euh, donc voilà ce que je peux répondre, mais personne n'est fou. Poutine ne l'est pas, il l'a montré dans son discours de Valdaï avant-hier. Il a fait preuve d'un langage clair, lui aussi très radicalisé, j'ai trouvé, mais clair, et parfaitement logique, et parfaitement articulé, comme on dirait en bon anglais. Donc, Alors, il n'est pas fou. au sujet de ce discours, justement, moi, il y a quelque chose qui me frappe. Hein, bien évidemment, hein, je comprends très bien qu'il y ait de part et d'autre une espèce de partie de tennis. Euh, je suis moins, comment dire, rassuré que vous concernant le fait que c'est surtout du côté anglo-saxon. Je trouve que la France est quand même ce que dit Jacques Beau, par exemple, le spécialiste, l'expert suisse. La France est un des pires pays de propagande, qui reprend d'ailleurs mécaniquement moins la propagande anglo-saxonne que la propagande directement de Zelensky. Euh, moi, j'ai le sentiment concernant justement Vladimir Poutine, et je souhaiterais qu'après on parle un petit peu du mode de fonctionnement de ce pouvoir, j'ai un peu le sentiment que le discours qui était celui du 24 février, pourquoi est-ce que cette invasion parce que c'est une invasion, a été décidée, et le discours d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Il y a eu un durcissement, c'est comme ça que je le perçois, c'est-à-dire que les critiques de l'Occident sont de plus en plus sévères, hein, et que les objectifs qui étaient ceux du 24 février ont changé et que les objectifs sont beaucoup plus importants. Et j'ai l'impression que ce qui est souhaité, c'est la transformation du monde. Hein, quitter le monde unipolaire sous hégémonie américaine pour passer à un monde multipolaire. Alors, c'est vrai que les choses vont assez rapidement, hein, dans le rapport de force mondial, mais j'ai l'impression que les Russes, enfin, ou en tout cas Vladimir Poutine, hein, ont véritablement monté de plusieurs crans leur approche et qu'aujourd'hui, l'affrontement Occident-Reste du monde, par l'intermédiaire essentiellement de la Russie, qui a été le premier acteur, et ce qui structure la chose. Alors, est-ce que véritablement le discours qui est durci est le reflet d'une volonté d'aller à cet affrontement? Alors moi, je dirais qu'il y a un durcissement des termes et du discours, mais il n'y a pas un durcissement sur le fond. Je pense que le fond a toujours été enfin, nous sommes non pas dans une rupture avec l'Occident, mais dans un rapport de force avec l'Occident. Et ce rapport de force, il a commencé, je dirais, dès le lendemain de la chute de l'URSS, mais il s'est véritablement concrétisé, renforcé avec l'arrivée de Poutine au pouvoir en 2000. Et puis ensuite, ce rapport de force s'est inscrit sur le terrain ukrainien de manière sensible à partir de 2005, donc la révolution orange en Ukraine, qui a été complètement non prévue, alors à la fois imprévue, non, comment dire, complètement côté russe mal comprise, etc. Et puis 2014, bien sûr, le changement de pouvoir, Maïdan, qui est pour la Russie considéré comme un coup d'État donc, mené par l'Occident, par les États-Unis, pour être très clair, et donc qui signe, je dirais, qui marque le début de la séquence de la guerre dans laquelle nous sommes. Effectivement, alors il y a cet Occident qui, d'ailleurs, dans le discours auquel vous faites allusion du club de Valdaï avant-hier, Poutine a bien insisté sur un point intéressant, c'est qu'il a bien dissocié deux Occidents. Pour lui, il y a deux Occidents. Il y a l'Occident comme civilisation, culture, histoire, donc auquel la Russie participe, auquel la Russie est associée. Enfin, la Russie n'est pas l'Occident, mais est aussi, disons, un pied dans le monde occidental de par sa culture littéraire, artistique, musicale, tout ce qu'on veut. Et puis l'Occident politique, si j'ose dire, l'Occident comme bloc. D'un côté, il y a l'Occident comme civilisation, et puis de l'autre, il y a l'Occident comme bloc, c'est-à-dire bloc occidental avec le noyau dur anglo-saxon, anglo-britannique, qui là est en ennemi, très clairement, désigné de manière absolument claire. C'est vrai que sur ce point, le discours ne s'est pas radicalisé, il s'est durci, en fait. Et donc, effectivement, je pense que l'objectif
très clairement énoncé par Poutine à Valda et qui a déjà été énoncé auparavant, et pas que par Poutine, mais aussi par Lavrov et par une série de responsables russes, c'est de briser l'hégémonie occidentale, que j'appellerais, pour reprendre des termes du langage historique, et occidentale. C'est en fait cette hégémonie occidentale, en particulier dans le domaine économique, n'est plus supportable et n'est plus supportée par personne. C'est ce que dit Poutine, notamment par la Chine, les pays du Sud, ce qu'on appelle les anciens pays dits du tiers-monde. Et donc la Russie se fait en quelque sorte se place aux avant-postes des revendications de ce monde non occidental qui prend la main de fait démographiquement, économiquement, qui monte contre un Occident qui descend, qui décline, et qui décline en tant que bloc et aussi en tant que civilisation. Et donc il y a, disons, un paradoxe ici, parce que la Russie, Poutine situe la Russie à la fois à l'avant-garde du combat contre le bloc occidental, ou plus exactement de la résistance à cette hégémonie et du renversement de cette hégémonie. Il appelle carrément au renversement de cette hégémonie. Et ensuite, en même temps, il se place aussi dans le camp de la tradition d'une certaine civilisation occidentale fidèle aux valeurs occidentales, chrétiennes, traditionnelles, tout ce qu'on veut, conservatrices. Donc, c'est vrai que c'est un discours qui est souvent caricaturé. Là, je disais la presse française un peu ce matin, on voit pas ça, on voit pas cette situation un peu ambiguë, pas ambiguë, mais comment dire, il faut bien comprendre. C'est pas une guerre contre l'Occident, en tant que civilisation. On n'est pas dans, c'est pas l'État islamique en guerre contre la décadence occidentale. C'est la Russie en guerre contre l'Occident en tant que bloc, mais en même temps s'appuyant sur les forces qui, en Occident, défendent à ses yeux la civilisation occidentale. Alors, ceci étant, moi, ce que je voudrais souligner, ce qui est peu souligné, c'est que la dimension économique et financière essentielle dans ce bras de fer avec l'Occident, parce que, et c'est en quelque sorte la toile de fond de cette guerre en Ukraine, parce que finalement, quand on regarde les séquences historiques, quand on prend un peu de recul, on se rend compte que il y a une guerre sur le terrain ukrainien. Donc l'Ukraine, Poutine a dit l'Ukraine est le bélier américain des Américains pour avancer contre la Russie. Il a employé ce terme dans son discours. En même temps, ce bras de fer sur le terrain économique, où la Russie a pour partenaires la Chine, le Brésil, les BRICS, l'Union eurasiatique, les pays du groupe de Shanghai, c'est quelque chose, je dirais, la vraie guerre en fait, la vraie guerre la vraie guerre de fond. Alors c'est pas une guerre qu'on voit qui se manifeste par des morts, mais c'est une guerre qu'on voit à travers les politiques de sanctions américaines qui démarrent en 2014. Et il faut bien voir qu'en 2014, Joe Biden, qui était vice-président des États-Unis, a été le fer de lance de l'imposition des sanctions contre la Russie et aussi à forcer les Européens, en fait, en quelque sorte, à forcer à briser le bras des Européens pour que les Européens adoptent ces sanctions économiques. À l'époque, la France et l'Allemagne n'étaient pas extrêmement favorables à ces sanctions, en tout cas à des sanctions aussi importantes. Et donc cette guerre économique, ce bras de fer économique, dont la Russie est l'un des agents, mais pas le seul, parce que le principal agent, évidemment, c'est la Chine. Enfin, le principal, le patron, si je suis dans l'affaire de l'anti-hégémonisme occidental, c'est quand même la Chine qui, par sa force de frappe économique, par son importance démographique et économique, ne joue pas dans la même cour que la Russie, mais la Russie joue un rôle dans cette affaire. Et effectivement, ce bras de fer avec l'Occident se déroule sur ce terrain économique et financier principalement. Il s'agit de la dédollarisation aussi de l'économie, qui est un enjeu majeur. Mais il y a aussi ce terrain de guerre avec l'Ukraine, et là on se place effectivement à la fois, c'est un des éléments si j'ose dire, de cette grande guerre mondiale économique, mais c'est aussi un élément extrêmement régional. Donc là, il y a vraiment deux niveaux d'analyse. Il y en a même plusieurs, encore plus que deux, mais il y en a au moins deux. Il y a la guerre en Ukraine comme un des éléments, disons, de la friction entre l'Occident comme bloc et le monde non occidental, et une guerre, j'allais dire, existentielle entre la Russie et l'Ukraine. Alors, cette guerre existentielle entre la Russie et l'Ukraine, on ne la comprend que si on s'approche un peu plus de la région, si on prend si on regarde les acteurs locaux et si on regarde les dimensions
culturelle, linguistique et identitaire. Et là, effectivement, ce qui me frappe beaucoup dans cette guerre, c'est la montée en gamme des visions radicales des identités de part et d'autre, à la fois, si on prend le discours si on met en balance, si vous voulez, le discours de Zelensky et le discours de Poutine, on voit depuis 2022, mais même un peu avant, qui commence en 2019-2020, une montée en gamme du discours. Donc, Poutine dit l'Ukraine n'est pas, enfin, les Ukrainiens et les Russes sont le même peuple. Bon, même si il l'a rappelé à Valdai, même s'il a dit à Valdai aussi, ce sont le même peuple, mais effectivement l'histoire a fait que, eh bien, les Ukrainiens ont comment dire, une évolution politique qui les a amenés à constituer une nation et pourquoi pas un État, etc. Mais il a, pour lui, le problème des Ukrainiens en tant que nation et peuple enfin, n'ont pas vraiment de légitimité historique. Donc, c'est un vrai problème, parce que finalement, si ce peuple ukrainien n'existe pas, si la nation ukrainienne n'a pas de légitimité historique, elle n'a pas non plus de légitimité en tant qu'État. Mais il ne va pas jusque-là. Bon. Alors, Ça, bon. justement. Ben, alors, je finis, parce que c'est très important, je pense, pour nos auditeurs comprendre ça. Euh, donc, ce discours, pour les Ukrainiens, et en particulier pour ceux qui sont au pouvoir en ce moment, c'est un discours qui nie leur identité. Ils disent, voilà, vous n'existez pas, en fait. Bon, ce que vous êtes, en fait, vous êtes des marionnettes des Polonais, des nazis, des Américains, des Occidentaux, mais vous êtes en fait une espèce de marionnettes qui sont, vous n'existez pas en tant que tel, vous n'avez pas de légitimité. Bon, donc, ça renforce, si j'ose dire, ce discours renforce le nationalisme ukrainien dans sa lutte pour l'existence de l'Ukraine en tant que nation et en tant qu'État. Et en tant qu'État porteur d'une nation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'État ukrainien actuel est un support pour construire une nation ukrainienne. Bon. De l'autre côté, il y a des Ukrainiens radicalisés, notamment radicalisés, oui, ne serait-ce aussi par l'invasion a considérablement radicalisé l'opinion, ce qui est quand même assez clair et compréhensible d'ailleurs, c'est de dire, en fait, pour qu'il existe un État ukrainien et donc une nation ukrainienne, donc il nous faut un État pour que la nation se développe, et ensuite, hein, il faut que la Russie soit affaiblie, voire neutralisée, voire détruite. Donc là, on a une espèce de guerre aussi existentielle contre la Russie, que la Russie perçoit comme une guerre comme une guerre contre sa propre identité. C'est-à-dire que de part et d'autre, cette guerre engage a un caractère existentiel. Voilà. Si nous perdons la guerre, nous allons disparaître. Voilà. Alors évidemment, tout ça, c'est extrêmement exagéré, extrêmement enfin, comment dire. Mais ça joue un rôle très très important dans la fabrication du discours et dans la mobilisation des opinions. Alors côté ukrainien, davantage que côté russe, parce qu'au côté russe, on est plus loin du conflit. La société russe, elle est malgré tout beaucoup plus loin, elle subit beaucoup moins ce conflit directement que la société ukrainienne. Mais néanmoins, c'est quelque chose de très important à comprendre parce qu'on est sur un autre terrain, qui est le terrain identitaire, et qui là engage des forces, donc qui aiguillonne et qui aiguise ce conflit, et qui fait de ce conflit quelque chose qui, alors là pour le coup je vous rejoins Régis, peut déraper, voilà, parce on joue sur sur un terrain extrêmement intime, j'allais dire, vous voyez. Mais Jean-Robert, moi, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet sur les risques de dérapage. Je les vois, et je vais m'en expliquer rapidement. Je les vois peut-être procédant d'autre chose. Moi, j'ai tendance à considérer que la messe est dite parce que, je veux dire, d'abord parce que la disproportion des forces, même une Ukraine aidée comme elle l'est par l'Occident, ne fait pas le poids militairement, s'entend, hein, militairement et stratégiquement vis-à-vis d'une Russie qui est un pays de 160 millions d'habitants, qui est un pays qui a une industrie, qui a une tradition militaire, qui a des équipements, etc. Je pense que la guerre, c'est aussi ça. Hein, donc, et je crois qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, et le fait que l'Occident se soit servi, ce que disent les Russes, de l'Ukraine comme d'un bélier, et 2014 en est un bel exemple, hein, avec les Straussiens, les néoconservateurs derrière Victoria Nuland nous l'ont démontré. Non, ce que je crains, c'est que effectivement,
la messe soit dite et que l'Ukraine sorte sous forme d'État croupion de ce qui est en train de se produire. Bon, je ne sais pas si ça se produira, mais je pense que pour les Ukrainiens, c'est un risque énorme et que le choix stratégique qui a été fait était probablement une erreur. Je reviens toujours à 2014, mais ça, bon, je n'ai pas les compétences qui me permettent d'être affirmatif. En revanche, ce que vous disiez tout à l'heure, moi, je trouve ça très intéressant parce que sur la double critique de l'Occident, il y a l'Occident, globalisation comme forme moderne de domination de l'Occident économique, c'est-à-dire des États-Unis, hein, soyons clairs, et ensuite l'Occident comme civilisation qui s'affaiblit, dont nous, les Russes, restons pourtant les porteurs des valeurs positives. Hein, c'est un petit peu ça. Donc, certains pourraient dire, bah, finalement, le fait que cet ébranlement qui vient de se déclencher et dont on voit les résultats aujourd'hui, parce que le rapport de force mondial est quand même au détriment de l'Occident collectif, comme on l'appelle en Russie, quand on voit effectivement ce qui se passe en Asie, ce qui se passe dans le Sud, mais il y a l'Amérique latine aussi, il y a l'Afrique, hein, et le mouvement qui s'est amorcé, qui n'est pas rempli de bonnes nouvelles pour l'Occident. Donc, je pense que le conflit ukrainien s'enchasse, dont vous avez parlé, s'enchasse dans un affrontement beaucoup plus large et dont je vois l'accélération dans la période. Donc, et j'aurais tendance à penser, mais je peux me tromper, que pour l'instant, l'initiative appartient au reste du monde, dont la Russie est le principal instrument pour l'instant, mais bénéficie de soutien important, parce que vous avez parlé de la Chine, mais il y a l'Inde aussi. Hein, c'est ça. Il y a le basculement de l'Arabie saoudite sur la question du dollar, sur la question des pétrodollars, le basculement étonnant, surprenant de l'Arabie saoudite constitue un événement assez important. Il y a la Turquie, il y a l'Iran. Bon, tout le monde parle des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai, mais oui, ce sont des choses relativement importantes qui se passent et on a l'impression que l'Occident, derrière les États-Unis bien sûr, est en permanence sur la défensive. Hein. Bon, on verra ce que donnent les élections de mi-terme. Alors, moi, je voudrais que justement, merci pour cette analyse vraiment extrêmement importante parce que ça permet de savoir, de rentrer dans le cœur de ce qui est en train de se produire. Concernant la Russie et la présentation qui nous est faite de Vladimir Poutine et de son pouvoir, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'on nous dit autocratie, dictature, c'est Poutine qui tient ça d'une main de fer. S'il n'y avait pas plus cette dictature, alors c'est caricatural, hein, le peuple russe se précipiterait dans les bras de l'Occident, etc. Sur comment est-ce que ça marche finalement, le système russe d'aujourd'hui, manifestement avec un poids important du système poutinien, mais comment ça fonctionne? C'est très long, mais je vais essayer je me suis préparé à cette question, donc je vais essayer d'être bref et pédagogique. Alors d'abord, le terme dictature n'est pas approprié pour moi parce que le terme dictature est un terme dont on use beaucoup trop et qui correspond à quelque chose de bien précis pour moi. C'est une période transitoire de suspension des institutions où il n'y a plus de parlement, plus de juges, plus de juridiction, etc. et qui passe d'un régime à l'autre avec un exécutif qui tient tous les pouvoirs. Ça, c'est quand même des situations temporaires qui correspondent à des périodes de l'histoire, etc. Mais il y a évidemment pas plus la Chine de Xi Jinping que la Russie sont des dictatures. Je vous interromps, Jean-Robert, pour une toute petite incise en souriant. Nous sommes aujourd'hui le 100e anniversaire de la marche sur Rome de Mussolini, qui est nommé Premier ministre et qui met en place son système sur plusieurs années. Hein. Mais là, qui lui, en fait, utilise donc le concept de dictature dans un sens chien, si on peut dire, c'est sa culture politique d'ailleurs. Enfin bref, non, c'est pas une dictature. Et alors, on peut dire que, pour être très simple, c'est un régime autoritaire. Ça, oui.
Alors comment ça fonctionne? En fait, tous ces mots, toutes ces étiquettes ne veulent pas dire grand-chose. Moi, je dirais que pour entrer dans le système, il y a trois niveaux d'analyse. Tout d'abord, il y a une constitution qui était adoptée en 1993 par référendum, après une période de crise politique très importante euh, euh, par suite de la chute de l'URSS. Donc, on est dans la reconstruction de la Fédération de Russie comme État après la chute de l'URSS. Cette constitution a été adoptée le 12 décembre 93 et elle met en place un système mixte à la française, caractérisé par un exécutif bicéphale, donc un président élu au suffrage universel, un gouvernement dirigé par le Premier ministre, nommé par le président, confirmé par l'Assemblée, donc la Douma d'État, et avec un pouvoir de dissolution du président, enfin de l'Assemblée par le président, et donc aussi un pouvoir de destitution du président par la Douma et le Conseil de la Fédération, régime mixte avec un parlement bicaméral, deux chambres, Douma d'État, équivalent de l'Assemblée nationale, et Conseil de la Fédération qui représente les territoires, donc l'équivalent non pas du Sénat, enfin le Sénat russe, mais on est dans un État fédéral, donc c'est plutôt proche du Bundesrat que du Sénat. Alors ça, c'est une constitution qui a ce système mixte, en fait, il a été adopté après bien des discussions de la Commission constitutionnelle. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'un homme a joué un rôle très important dans l'écriture de cette constitution. C'est un juriste constitutionnaliste, Vladimir Toumanov, aujourd'hui décédé, qui a été ensuite président de la Cour constitutionnelle fédérale et qui était un spécialiste de la France et de la constitution de la Ve République. Et au moment, donc en octobre-novembre 93, lorsqu'on a rédigé cette constitution, dans l'urgence, d'ailleurs, on a rédigé la constitution de 93 dans une situation de crise politique qui n'a pas rien à voir avec 58, je dirais. Il a dit, mais il a expliqué en fait aux membres de la commission que il voulait un système politique avec un exécutif fort, un président fort, et que le meilleur système, c'était pas le système présidentiel à l'américaine, hein, qui était un président fort, mais a aussi des contre-pouvoirs très forts, et que le meilleur système pour avoir une présidence forte et dénouer des crises éventuelles de blocage législatif ou politique, de conflit, comme c'était le cas existentiel, c'est juste dire, entre l'exécutif et le législatif, c'était encore le système de la Ve République duquel il était un grand spécialiste. Et donc c'est grâce à lui, je dirais, ou par lui, qui a été largement, par lui, d'ailleurs ça a été attesté par plusieurs membres de la commission constitutionnelle qui ont ensuite parler et raconter un peu ce qui s'était passé. Bon. Donc, on a un système mixte à la française. Mais on a dit ça, et en fait, comme vous le savez, le texte, c'est le texte, et la lettre, c'est la lettre, et la pratique, c'est la pratique. Il y a un deuxième aspect, c'est le présidentialisme russe, qui est quelque chose qui est spécifique. C'est-à-dire, là, pour le coup, on est dans une présidence beaucoup plus forte que la France. Alors, en quoi est-elle beaucoup plus forte? Pas tant dans les pouvoirs constitutionnels dévolus au président quoique, quand même. Si vous regardez la liste des nominations et révocations que le président contrôle, elle est bien plus importante que celle de la Constitution française, mais elle est dans l'inscription dans la Constitution d'une autorité présidentielle. Enfin, le président, en fait, en Russie, est à la fois chef de l'État, donc avec toutes les attributions d'un chef de l'État, chef des armées, chef des diplomaties, représentant l'État dans les relations internationales, etc., et chef de l'exécutif. Voilà. Et cet exécutif est composé je dirais, deux principales forces administratives bureaucratiques. En France, bon, on a un exécutif qui est le gouvernement, etc. En Russie, on a un gouvernement dirigé par un premier ministre qui s'appelle en ce moment Mikhail Mishustin. Et puis on a aussi une administration présidentielle qui est un corps administratif très important, qui est sans équivalent, enfin je veux dire sans, bon, on ne peut pas le comparer aux forces vives de l'Élysée, c'est beaucoup plus important. C'est un corps de fonctionnaires attaché directement au président, à la fois à Moscou au niveau fédéral, mais aussi dans les districts fédéraux, en région, je dirais. Et cette administration présidentielle est donc, comme je l'ai dit, directement contrôlée par le président, qui nomme
son chef et qu'il révoque de manière discrétionnaire. C'est une force considérable qui a un pouvoir considérable dans l'élaboration de la politique intérieure, extérieure, mais aussi qui fait en quelque sorte doublon avec le gouvernement. Ce qui fait que le président dispose d'une force de frappe, on va dire, bureaucratique très importante. D'autre part, le président est au centre d'un réseau, c'est le pivot, en fait, du pouvoir. Et donc, il est au centre d'un réseau de pouvoir, formel et informel, et beaucoup de choses passent ou se décident dans des instances qui ne sont pas décisionnaires. Par exemple, on a une instance très connue qui s'appelle le Conseil de sécurité, qu'on a vu se réunir à la veille de l'invasion de l'Ukraine, qui réunit des ministres, qui réunit les principaux ministres dans le domaine régalien, justice, intérieur, affaires étrangères, défense, etc. Puis d'autres personnages importants, FSB. Et ce Conseil de sécurité, c'est une instance consultative. Mais en réalité, cette instance consultative, c'est en son sein que pas mal de décisions se prennent, et pas au sein du gouvernement. Ce qui fait que dans cet exécutif assez complexe, avec l'administration présidentielle, le gouvernement, et puis des instances consultatives qui les composent, le président reste au centre de la mécanique du pouvoir, de la circulation du pouvoir, reste maître de la décision, et dans cet écosystème, le gouvernement a un rôle essentiellement économique et social, de pilotage économique et social. Bon, et encore, hein, sous contrôle. Et Mikhail Mishustin, l'actuel Premier ministre, est tout à fait la personne, je dirais, complètement formatée par sa personnalité, par sa formation, pour être, on va dire, le pilote en chef de la politique économique et sociale, dont Poutine s'occupe très peu, puisqu'il est essentiellement concentré sur les questions de politique étrangère, de défense et de politique intérieure, et notamment en matière fédérale, parce qu'il ne faut pas oublier que la Russie est un État fédéral, et que donc il y a toute une dimension fédérale dont je pourrais parler si vous le souhaitez. Alors, donc, constitutionnellement, un système politique mixte, mais présidentialiste, et avec, en plus, je rajoute une couche, une personnalisation du pouvoir autour de la personne de Poutine, qui commence, je dirais, à partir du deuxième mandat et qui se renforce de manière constante, qui apparaît très clairement pendant la période de 2008-2012, pendant laquelle Poutine était Premier ministre et Medvedev président, où là on voit en fait que le centre du pouvoir est plutôt lié à la personne de Poutine qu'à la fonction exercée. Ça se voit particulièrement pendant la période de la guerre en Libye en 2011. Où il y a eu des petites divergences entre les deux, des petites dissonances. Ça a été vite réglé, mais ça a existé. Et on voyait que cette tandémocratie, comme on appelait ça, en Russie, le centre, en fait, restait Poutine, bien qu'il soit Premier ministre. Alors, donc, cette personnalisation du pouvoir dans la personne de Poutine, et fait que Poutine en lui-même, la personne, est considérée comme une institution. En tant que telle, et au point même qu'en 2020, la réforme constitutionnelle, enfin, les modifications de la Constitution, les amendements constitutionnels confirmés par référendum ont permis à Poutine de se faire réélire, éventuellement de se représenter en 2024, de se faire réélire pour 2 mandats, contournant ainsi en fait la Constitution qui prévoit que le président ne peut être élu que pour 2 mandats consécutifs. Bon, donc là on voit très clairement qu'on est dans un système de personnalisation du pouvoir poutinien, et un des enjeux majeurs évidemment de la pérennité de tout ça, c'est comment pourra-t-on faire du poutinisme sans Poutine? Voilà, donc c'est la question. Alors, Jean-Robert, moi, je souris là parce que d'abord, je retrouve notre chère Constitution de 58, au moins au départ, et il y avait, je crois que c'est avéré, vous l'avez dit, hein, qu'il y avait effectivement une volonté d'adopter un système qui soit inspiré du système gaulliste. Et ce que vous dites concernant pourra-t-on faire du poutinisme sans Poutine, hein, c'était pourra-t-on faire du gaullisme sans De Gaulle. Bon, la Constitution de 58, elle a évolué, bien évidemment. Alors, ce que vous décrivez du fonctionnement du pouvoir, c'est-à-dire que c'est que il existe effectivement des structures qui sont pas dans un dispositif classique de séparation des pouvoirs, hein, avec un gouvernement responsable, comme
le dit la Constitution de 58, mais une personnalisation du pouvoir. Alors en France, ça a été les cabinets présidentiels, hein, ça a commencé avec François Mitterrand, chaque ministère était doublé par un conseiller, hein, et tout émanait, bien évidemment, de l'Élysée. Puis ça s'est aggravé après, et ça s'est encore affirmé avec Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, ce que vous nous décrivez, c'est que le vrai patron, enfin bon, c'est Poutine, on l'a bien compris, mais que finalement, le véritable outil, c'est ce Conseil de la fédération, hein, le gouvernement ayant un périmètre, enfin, d'intervention finalement relativement restreint, et que c'est quelque part le système français encore plus aggravé, alors sans aller jusqu'au système de Mussolini, attention, hein, c'est pas une référence, mais comme c'est historiquement le centenaire, qui pour pouvoir mettre l'État à son service et le débarrasser de tous les mécanismes démocratiques, avait pris une décision de création du grand conseil fasciste qui, lui, ensuite donnait ses ordres au gouvernement, etc. Alors après, tout ça a été finalement changé au profit d'une dictature relativement féroce, d'ailleurs, hein, mais donc là, on a un système qui est quand même très, très autoritaire. Alors, je nuancerais, oui, autoritaire bien sûr, mais je nuancerais quand même parce que l'esprit français veut toujours voir quelque chose, un principal et un accessoire, un centre et une périphérie, un esprit un peu unitaire. L'esprit russe, c'est pas de ça ne fonctionne pas de cette manière-là. L'autorité de Poutine est très grande, l'autoritarisme aussi, mais il ne se manifeste pas nécessairement par un renforcement de la chaîne de commandement de manière formelle. Alors, une petite explication. Jean-Robert s'est fait couper le sifflet parce que, bon, petit problème technique. On reprend. J'espère, bon, que ce sera pas très gênant dans le résultat final. Je me suis trompé. Je parlais du Conseil de la Fédération comme outil extrêmement important du pouvoir de Vladimir Poutine, hein, qui coiffe quasiment le gouvernement. C'est le Conseil de sécurité, hein. Les mots sont importants. Donc, on en était à effectivement cette description du pouvoir de Vladimir Poutine et mon interpellation sur le caractère, semble-t-il, très autoritaire, moins formellement, hein. Alors, justement, je pense que pour bien comprendre la nature de cet autoritarisme poutinien et de l'autoritarisme du système politique russe d'une manière générale, il faut abandonner l'esprit de géométrie à la française et bien comprendre que cet autoritarisme ne repose pas sur des pouvoirs disciplinaires, de contraintes, d'exercice de la violence, etc., extrêmes, mais sur d'abord des pouvoirs formels assez étendus du président, ça c'est le présidentialisme, comme j'ai expliqué, mais aussi sur l'autorité présidentielle de Poutine en tant que personne. Je reviens pas sur le caractère personnel de la personnalisation forte du pouvoir exécutif en Russie, c'est-à-dire la capacité qu'a le Kremlin en fait de contrôler les décisions finales, même lorsqu'il ne prend pas les décisions. Donc ça repose aussi, alors ça repose sur des pouvoirs formels, mais ça repose beaucoup sur l'autorité, c'est-à-dire autoritas, au sens latin du terme, c'est-à-dire pouvoir relativement informel qui comment dire, qui dépend de la manière dont le Kremlin, ou le chef du Kremlin se place au centre des réseaux de pouvoir. Et donc, euh, c'est un autoritarisme dans lequel il ne faut pas concevoir le président russe comme une sorte de tyran, je sais pas, de tyran omniscient, omniprésent, omnipotent, mais comme quelqu'un qui doit censé se placer au cœur des réseaux, être très informé en fait. L'information est au centre du pouvoir. Et donc, parce que évidemment, il doit arbitrer entre différents clans, il doit comprendre ce qui se passe autour de lui. Et donc, c'est un pouvoir autoritaire qui repose d'abord sur l'autorité de la personne plutôt que sur les pouvoirs formels. Les pouvoirs formels sont
très étendue, mais les pouvoirs informels sont encore plus étendus, et ça ne repose pas forcément sur le pouvoir enfin le pouvoir de prendre une décision précise dans tel domaine, mais le pouvoir enfin, d'être une autorité en quelque sorte tutélaire. Bon. Si le patron d'une grande entreprise pétrolière, comme Lukoil, se mettait par exemple à vouloir avoir des projets d'investissement massifs en Chine, en Corée du Sud, je dis n'importe quoi, c'est évident que, bien que Lukoil ne soit pas une société d'État, proprement dit, bien que le patron ne soit pas nommé par Poutine lui-même, il ne se lancerait pas dans un projet de grande ampleur à viser avec une dimension stratégique de ce type, sans avoir un aval du Kremlin. Et ça ne se repose pas sur la capacité de Poutine à bloquer les projets, ça, il peut le faire, mais quand même, ça repose sur des liens, je dirais, informels, des canaux d'information et de feedback, comme on dirait en bon français, de rétroaction importants. Donc, ça fait des réseaux d'informateurs et des réseaux informels, des agents essentiels du pouvoir. Le chef du Kremlin, c'est le chef d'une galaxie du pouvoir. C'est pas seulement le chef de l'État, le chef de l'exécutif, l'exécutif en chef, c'est aussi une sorte de centre de circulation du pouvoir. Mais Donc ça, c'est justement, très important de le comprendre. Parce que c'est justement, assez mal compris. Enfin, c'est compris par les ouais. spécialistes, bon, c'est bien sûr. Mais peut-être c'est plus difficile à se représenter pour le grand public, puisque bah, la Constitution, les pouvoirs formels, la loi, les décrets, etc., ne permettent pas de saisir l'ensemble de l'étendue du pouvoir dont dispose le chef du Kremlin. Et quand j'utilise le mot chef du Kremlin, je l'utilise à dessein, parce que le chef du Kremlin, c'est ça, l'autorité. Et le chef du Kremlin se trouve à être le président de la Russie, ça a été un empereur, ça a été aussi un secrétaire général du parti à un certain moment. Mais c'est là que ça se décide. J'ai oublié de dire tout à l'heure quelque chose de très important. L'administration présidentielle aujourd'hui, qui donne au président Poutine un grand pouvoir bureaucratique et administratif, c'est tout simplement l'héritier direct de l'appareil du comité central du parti. Hein, c'est ça. Voilà, l'appareil du comité central du parti est devenu administration présidentielle en 1991. Point. C'est tout. Voilà. Alors, justement, je me pose une question, parce que là, on a la description d'un pouvoir très personnel, hein, mais on reprochait ça à De Gaulle, hein, la critique de l'opposition au gaullisme, c'est le pouvoir personnel. Bien, donc, c'est un pouvoir très personnel, dont vous venez de nous dire que il s'étend pas seulement aux organes institutionnels du pouvoir, hein, mais à tout un tas d'autres choses, et je pense, vous avez donné l'exemple de l'économie, effectivement. La question que je me pose, donc, est-ce que Vladimir Poutine exerce ce pouvoir de façon très personnelle, ou bien est-ce qu'il est le représentant ou l'outil d'un bloc au pouvoir, hein? C'est-à-dire que, parce que la politique, c'est la conflictualité de toute façon, hein. Je pense que on le dit d'ailleurs, hein, qu'il y a différentes tendances au sein de ce bloc au pouvoir, qui a ses mécanismes, ses rivalités, sûrement les ambitions. Parfois, on présente Vladimir Poutine un peu comme un centriste par rapport à des courants de ce bloc au pouvoir. Alors, on a raison de le présenter comme un centriste, mais au sens tactique du terme. C'est quelqu'un qui est au centre du pouvoir et qui doit toujours y rester. D'ailleurs, il fait très attention de se situer. Mais pas, je dirais pas centriste au sens français. C'est pas François Bayrou. Hein, Oui, c'est non, pas, on il est y a le terme d'accord. Hein, bon. arbitre qui convient, le terme Et puis arbitre voilà, aussi, hein. un arbitre, absolument, un arbitre des pouvoirs formels et informels. Ça, c'est clair, c'est le pivot. C'est le pivot du système politique et de la circulation du pouvoir. Alors, est-ce qu'il est l'homme d'un clan ou l'homme de... Bon, alors justement, c'est quelqu'un qui est placé au centre, qui par son ancienneté au pouvoir, ça fait 20 ans, 22 ans, qui est au pouvoir, a acquis une autonomie je dirais une légitimité personnelle qui a très très peu d'équivalent en fait dans l'histoire russe, y compris c'est un des comment dire, il a acquis à la fois des canaux d'information, des loyautés, un savoir-faire unique
Donc, effectivement, il est devenu absolument incontournable. Bon. En même temps, effectivement, il y a des oppositions. Alors, je dirais, il y a une politique, il y a une vie politique publique, visible, perceptible à l'œil nu, ce qui se passe à la Douma d'État. Il y a des communistes qui sont principal parti d'opposition. Bon, il y a cette opposition visible, il y a l'opposition maintenue à l'écart, interdite, si on peut dire, marginalisée, qui est hors système et qui a beaucoup de mal à exister justement dans les médias, qui est de plus en bas. Alors là, depuis 2014, là, je dirais cette opposition, notamment, alors en Occident, on parle surtout des démocrates libéraux, Navalny, etc. Bon, Navalny est en prison, son mouvement a du mal à survivre en Russie, mais il y a aussi toute une galaxie nationaliste qui est maintenue depuis toujours aux marges et qui, à mon avis, est bien plus dangereuse pour le pouvoir que la galaxie démocrate libérale. Alors ces gens-là, les oppositions hors système, elles sont complètement marginalisées, elles sont complètement étouffées. Donc là, on est dans un système vraiment autoritaire. On n'est pas du tout sans équivalent avec le gaullisme, par exemple. Le gaullisme était peut-être voire un peu personnel du général, mais enfin, Il était très jamais discuté, été. très discuté. Il avait des C'était très oppositions fortes. discuté. Bon, là, on est quand même dans un autoritarisme qui va beaucoup plus loin. On est vraiment dans un système autoritaire où les oppositions, il y a des oppositions tolérées qui ont droit à la parole, et encore une parole limitée, parce que cette opposition publique, systémique, Parti communiste, Parti libéral-démocrate, qui en fait un parti nationaliste, bon, sont représentés à la Douma, mais n'ont en fait un pouvoir très limité. Et c'est pas vraiment un contre-pouvoir, vraiment, puisque le parti Russie Unie, le parti présidentiel, a les plus des 2 tiers des sièges depuis 2001 à la Douma, donc une majorité constitutionnelle. Donc bon, bref. À ce sujet, je vous interromps, Jean-Robert, on me le reproche parfois dans les vidéos, sur justement cette représentativité de Russie unie. Est-ce que elle est réelle, elle correspond à une réalité, même si les chiffres sont gonflés, je ne sais pas, mais ou bien est-ce que c'est vraiment le fruit d'une mise en coupe réglée, par exemple, des processus électoraux? Alors, les choses sont. Alors, les processus électoraux, il y a des bourrages d'urnes, des choses comme ça, bien sûr, des irrégularités qui sont, j'allais dire depuis toujours, qui sont dénoncées régulièrement. Là, ces derniers temps, ça s'est peut-être un peu accentué parce qu'il y a moins de contre-pouvoirs. Par exemple, les élections de 2011-2012 législatives étaient intéressantes parce qu'il y avait toute ce mouvement de Navalny pour surveiller les élections, des gens qui arrivaient avec des téléphones portables dans les bureaux de vote pour bien surveiller qu'il n'y avait pas des urnes qui arrivaient par derrière, des bulletins pré-remplis, des gens qui arrivent en bus sortis directement des maisons de retraite avec le bulletin déjà dans la poche, etc. Bon. Alors, ces irrégularités sont souvent et même presque toujours le résultat ou l'œuvre de zèles locaux. Il faut remplir, comme je disais, voilà. C'est un système dans lequel le parti du pouvoir Russie Unie, l'autorité locale ou régionale doit présenter en quelque sorte des résultats convenables et a peur d'un résultat trop mauvais. Donc, voilà. Donc il y a ce genre de choses. Ensuite, il y a une hégémonie électorale de Russie Unie qui est liée à plusieurs facteurs. D'abord, le premier facteur, c'est quand même la légitimité de Poutine et le soutien dont il bénéficie encore dans la population, quoi qu'on dise. Hein. Bon, c'est le premier point. Ensuite, il y a une force d'inertie que j'appelle une espèce d'athéisme démocratique. C'est ce que j'ai appelé dans un de mes livres, l'athéisme démocratique, c'est-à-dire la faible croyance en fait de l'électorat dans le processus électoral. On sait que ce processus électoral ne sert pas vraiment à désigner les dirigeants, que c'est plutôt un processus d'approbation de ce qui existe, de protestation contre ce qui existe. Bon. Parfois, la protestation ou l'opposition l'emporte au niveau régional, mais il n'y a jamais eu d'alternance au niveau fédéral, par exemple. Hein. Donc, on est dans un système où il n'y a pas d'alternance, pas de cohabitation, pas de tout ça. Donc, si vous voulez, la comparaison avec la Ve République a vraiment beaucoup de limites. Et donc, c'est une situation d'hégémonie politique à laquelle les gens sont résignés. Et ce qui est intéressant de voir en Russie, c'est que si on regarde le paramètre, c'est pas comment vote-t-on, je dirais, mais plutôt qui vote. Voilà.
Et là, on voit quelque chose d'intéressant qui se dessine, c'est-à-dire que les gens qui votent le plus, c'est-à-dire la participation. Si on regarde qui participe le plus aux élections, c'est pas les urbains, diplômés, etc., les grandes villes, etc. C'est plutôt les classes moyennes ou classes moyennes inférieures ou classes populaires, comme on dirait, qui vont davantage voter. En fait, il y a une évasion électorale ou une abstention massive des jeunes. Et plus on monte dans les diplômes, la catégorie des diplômes, dans le niveau social, le niveau de revenu, etc., plus on a d'abstention. Ça, c'est quelque chose qui inquiète le pouvoir, mais qui, en même temps, renforce le parti du pouvoir, qui s'appuie sur une majorité électorale populaire, on va dire, hein, au sens sociologique du terme, même si c'est pas très précis. Hein, les catégories moyennes et moyennes inférieures, qui sont le socle de l'électorat et qui donc reconduisent cette majorité poutinienne et parfois aussi vote communiste. Alors le vote communiste, il y a beaucoup de choses à en dire. Je Alors moi, pense que j'ai pas vraiment trop le temps. j'ai été regarder un petit peu ce que c'était de la France. Hein. J'ai eu l'impression que c'était plutôt les gardiens de la flamme. C'est-à-dire que c'est la flamme, ce qu'a été le PCUS, parti unique, hein, bon, qui s'est effondré, et qu'aujourd'hui, bon, on a comment dire, un parti qui est plutôt, enfin, l'impression que j'ai eue, plutôt dans le respect d'un certain nombre de valeurs, la nostalgie, plutôt qu'une force politique de proposition. Enfin, attention, hein, donc je pose la question, je pense que mon analyse est fausse. Donc, Jean-Robert, qu'est-ce que c'est que ce Parti communiste qui fait 20% des voix? Alors, ouais, un peu moins de 20%, comme on dirait que ça fait à peu près 15% de l'électorat. Il y a des régions où il est beaucoup plus fort, des zones rurales aussi, le sud de la Russie. Bon. Alors, ce Parti communiste, c'est vraiment effectivement l'héritier, enfin, ce qui reste du PCUS, hein, c'est-à-dire pas grand-chose, un peu la carcasse, c'est constitué à partir de 93 par un peu les seconds couteaux de l'appareil du parti. Et il a plus grand-chose de véritablement communiste. Alors c'est intéressant parce que l'idéologie du Parti communiste aujourd'hui, si on peut parler d'idéologie, c'est un fourre-tout où on entre la défense des valeurs traditionnelles, l'orthodoxie, c'est assez nationaliste, on va dire, J'ai vu ça. et en même temps très social. Alors c'est du social-nationalisme, je dirais en fait, hein, avec quelques références. Alors comme il y a toutes sortes de gens à l'intérieur, il y a des références au marxisme, il y a des références, mais pas trop quand même. Ce qui est valorisé, c'est l'héritage social de l'Union soviétique, en grande partie détruit par les réformes de 90, mais pas complètement quand même. Donc on reste attaché enfin, il y a un discours social et socialiste, je dirais, qui reste très fort et qui s'exprime. Et quand on voit le ton moi je suis assez bien le Parti communiste, je connais assez bien en fait. Enfin, bref, une connaissance amicale qui est je dirais dans les 5 premiers partis, donc je connais assez bien de l'intérieur. On en parle beaucoup. C'est un parti de vieux. L'électorat est vieux, les cadres sont vieux, les dirigeants encore plus vieux. Mais avec un potentiel de renouvellement de son électorat et aussi des jeunes qui voudraient faire des choses mais qui ne sont pas forcément sur la même ligne. Alors les jeunes sont plus à gauche, peut-être plus antifa, ou je sais pas comment dire, un peu plus dans la mouvance de la gauche radicale occidentale. Mais la vieille garde, si j'ose dire, est vraiment très attachée. C'est l'idéologie des années, comment dire, c'est ce qu'il y avait dans les têtes dans les années 70, en gros, hein, voilà. Donc anti-occidental, nationaliste, pas hostile à l'identité russe, mais en même temps internationaliste au sens multiethnique, la Russie multiethnique. Et surtout défense des acquis sociaux et ce discours sur les acquis sociaux et sur la nécessité de les défendre et de même d'en acquérir plus, parce qu'ils sont quand même très faibles. Il faut jamais oublier de dire que la Russie Poutine, c'est un pays capitaliste et à bien des égards néolibéral. C'est un discours qui porte parce que la situation sociale d'une majorité de la population est précaire et difficile. Bon.
Cette précarité, elle a toujours existé. Il y a eu une nette amélioration du niveau de vie moyen dans les années 2000, mais depuis, on va dire, 2010, ça stagne pas mal. Et la Russie est un pays très inégalitaire, avec un strate de 15-20% de la population au revenu supérieur, qui se détache très nettement du reste de la population. Et cette stratification sociale, elle est inscrite aussi dans le territoire très fortement, puisque c'est dans les métropoles, les grandes villes de plus d'1 million d'habitants que se concentre la richesse, les emplois, les services publics, etc., etc. Et ça, c'est, je dirais, un problème majeur du gouvernement de la Russie qui se pose depuis, je dirais toujours, et que Poutine n'a pas véritablement résolu, même si beaucoup de discours vont dans ce sens, même si des politiques ont été mises en place, mais c'est très très difficile. La Russie est un territoire. Ce territoire est très asymétrique point de vue économique. D'abord, c'est un territoire très compliqué, très vaste, très continental, avec des distances énormes, des climats très compliqués, des conditions écologiques d'extraction des ressources naturelles et de production agricole, des grosses contraintes naturelles. Et ce qui fait qu'effectivement, les inégalités sociales sont aussi des inégalités territoriales très fortes, et que enfin, ce qui fait que pour moi, en tout cas, là, je m'exprime à titre personnel, je mets un peu j'essaie d'être neutre et objectif, mais pour moi, un système libéral de marché en Russie est voué à l'échec parce que c'est tout simplement impossible de maintenir le peuplement disons, un peuplement équitable du territoire sans avoir une intervention forte de l'État. Et je pense que de ce point de vue, le poutinisme, bah, c'est mieux que ce qui existait dans les années 90, et c'est d'ailleurs pour ça que les gens encore le soutiennent un peu, voilà, un peu, pas toujours, pas à 100%. Mais voudraient plus de social, la majorité de la population voudrait plus de social, plus encore de redistribution, et bien sûr, bah, le discours communiste, en fait, les communistes axent beaucoup leur discours là, sur ces questions Est-ce que, sociales, est-ce mais de que, manière efficace, est-ce que de lorsque manière cette phase sera terminée, parce il va bien falloir qu'elle se termine, d'abord dans sa dimension militaire, ensuite ça va déboucher sur des mutations mondiales géostratégiques très importantes, on l'a dit. Est-ce que justement le fait que Vladimir Poutine ait eu ce soutien, euh, reconnu, hein, je crois qu'il y a des sondages faits par des agences indépendantes qui le disent. Est-ce que ce ne sera pas la présentation de la facture, justement on vous a soutenu, maintenant il faut que on touche les dividendes, quoi. C'est-à-dire que il faut que la dimension sociale redevienne importante. Est-ce que ça ne va pas être un problème politique pour le ah pouvoir bah, poutinien? ça l'est. Moi, je pense que c'est un problème de fond qui est un problème permanent, qui se pose depuis toujours, mais qui va. Alors là, je vous suis totalement là-dessus. Je pense que ça va être, ça va être un des aspects de la facture qui va être présenté. Il faut bien voir que ce soutien de la population à l'opération spéciale. J'ai regardé un sondage avant-hier du centre Levada, qui est un centre relativement indépendant de sociologie, d'études de l'opinion. C'est un soutien que je qualifierais, alors je me permettrai une interprétation que je qualifierais un peu comme tout le reste comme, comme le soutien à Poutine, comme le vote pour Russie unie, comme bon, il y a une partie de gens qui sont hyper patriotes, hyper, je sais pas quoi, bon, qui marchent à fond bon. Mais la grande partie des soutiens, c'est des soutiens par défaut, si je veux dire, des gens qui disent de toute façon, bon, on n'a pas vraiment le choix, et puis de toute façon, euh, on est relativement convaincu du fait qu'il faut aller se battre en Ukraine parce que les Occidentaux, ceci, cela. Donc cet aspect-là marche, si on peut dire, ou fonctionne, mais qui ne sont pas prêts à tous les sacrifices, et notamment le sacrifice de leur fils, de leur frère, de leur mari, etc. On le voit bien avec la mobilisation, ça marche pas si bien que ça, la mobilisation. Bon. Et il y a beaucoup de gens qui s'en vont, il y a beaucoup de gens qui essaient de passer à travers. Et c'est pas, je dirais, c'est pas la Seconde Guerre mondiale, c'est pas la Grande Guerre patriotique. Hein. Alors on essaie de convoquer
cette mémoire de la Grande Guerre patriotique, de la résistance à l'invasion allemande, enfin, là, en l'occurrence, c'est pas les Ukrainiens qui ont envahi la Russie, hein, bon, et les gens le savent. Donc c'est quand même très compliqué, et ça depuis le début de cette guerre, de légitimer cette guerre parce que c'est la Russie en quelque sorte qui a fait le premier pas dans le déclenchement des opérations de cette ampleur. Donc c'est quand même compliqué pour la population. Alors on veut bien suivre Poutine, etc. On comprend, on suit globalement le discours, mais comme vous le dites à juste titre, il y aura une facture et aussi j'ajoute que, à mon sens, cette opération spéciale ne pourra pas être poursuivie pendant des années d'un point de vue d'opinion. Voilà. Donc il va falloir que ça s'arrête. Alors il faut chercher des points de négociation. Alors ça c'est le travail de la diplomatie, c'est le travail de Poutine, du Kremlin, de Lavrov, etc. C'est pas simple, mais on est bien conscient quand même, je dirais au Kremlin pour simplifier, que cette opération ne pourra pas se durer trop longtemps dans le temps. Et le pari, je dirais, c'est un vrai pari hein, fait par Poutine, c'est que, eh bien, on va intensifier. Là, on est en train d'essayer d'intensifier. Bon, c'est pas évident parce qu'il faut amener du monde, il faut amener du matériel. Enfin, toutes ces opérations militaires, je les commande pas. Je suis pas du tout compétent pour ça, mais il me semble que cette intensification complexe qui porte ses fruits parfois, qui les porte moins, est basé, et ce bras de fer est basé sur un pari qui est que l'Occident livrera des armes, soutiendra par la parole, par la propagande, par toutes sortes de médias mondiaux, globaux, enfin bon, mais ne s'engagera pas sur le terrain ukrainien, personne n'ira mourir pour le Donbass, ni de Paris, ni de Washington, en tout cas pas officiellement, il y aura quelques volontaires, il y en a d'ailleurs des volontaires internationaux, mais bon, on va pas s'engager, on va pas engager les forces de l'OTAN pour défendre les frontières orientales de l'Ukraine, et c'est là-dessus que Poutine, à mon sens, le Kremlin table pour que la guerre s'arrête, parce que quand on aura refourgué toutes les armes qu'on aura voulu refourguer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les Ukrainiens n'ont pas des moyens militaires et humains illimités, souffrent énormément dans cette guerre, c'est assez peu mis en avant, bien sûr, parce qu'on est en guerre et qu'il faut sauver la face, il y a une propagande, mais la société ukrainienne, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de... C'est terrible, hein. C'est absolument terrible ce qui se passe. Oui, mais je Donc, profite de l'occasion, Jean-Robert, pour dire que la responsabilité de nos va-t-en-guerre occidentaux, des BHL et autres qui disent allons-y, 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 est scandaleuse. C'est-à-dire qu'on ment à l'Ukraine, hein, y compris sur la nature du soutien, sur jusqu'où ça pourra aller. Ça, je trouve, moi, c'est quelque chose, quand on voit toutes ces oui, oui, offensives oui, où les malheureux Ukrainiens se font hacher, hein, par l'artillerie russe, et qu'on continue à venir raconter, oui, l'armée russe s'effondre, oui, l'Ukraine va conquérir la Crimée, toutes ces choses-là, je veux dire, y a une responsabilité, il faudra demander des comptes à tous ceux qui auront oui, bah, la joué ce petit responsabilité, jeu. excusez-moi, BHL, bon, je veux bien, bon, d'accord, mais moi je la vois surtout, par exemple, dans un discours que celui de Ursula von der Leyen, quand même, qui quand même un Ah, discours mais absolument oui, c'est pas, c'est hallucinant, bon, absolument. et complètement en toute irresponsabilité d'ailleurs, parce que l'Union européenne n'a strictement aucune dimension militaire ou de défense, dit des choses extrêmement Hallucinant. Non, mais attendez, c'est un agent graves. américain corrompu, hein, donc, je veux Bon, dire, je la qualifierais pas, mais en tout cas, c'est moi, je la quelqu'un qualifie. Alors là, j'ai pas d'état d'âme, c'est qui invraisemblable. prononce des paroles Non, mais dont c'est elle fou. sait qu'elle n'auront pas, elle ne peut pas. Nous soutiendrons les Ukrainiens quoi qu'il arrive jusqu'au bout de Non, il l'histoire. ne Mais faut qu'est-ce que pas ça veut dire? négocier, il faut surtout pas négocier, etc. Voilà, il faut surtout Alors, pas dites-moi, négocier. Jean-Robert, je voudrais terminer. Donc, effectivement, je crois que la nuance est quelque chose de très important, c'est de savoir un petit peu tous ces mécanismes, comment ça se joue et sortir des simplifications. Et merci pour tout ça. Je voudrais terminer par une question qui est celle-ci. J'entends les discours. Alors j'entends les discours de Vladimir Poutine. On a commencé par les commentaires de l'un d'entre eux, le plus récent. Il y a également les prises de position diplomatiques de Lavrov qui dit la même chose, mais en termes diplomatiques, en disant, voilà, nous n'avons plus d'amis en Occident, nous en avons ailleurs, et donc il n'y aura pas de reprise, de retour vers l'Occident. C'est terminé. Qu'est-ce qu'on peut en penser de ça?
Ben, écoutez, je pense que bon, effectivement, c'est du discours. Toute guerre a une fin, même la guerre de 100 ans, si j'ose dire. Et la fin, en général, c'est un traité de paix, sinon au moins un accord sur la délimitation des frontières, sinon définitive, du moins un arrêt des un armistice, un arrêt des conflits. Les armes cessent de parler toujours à un moment ou à un autre. Et donc, s'il faut signer un armistice, il faut bien la signer avec quelqu'un. Donc, forcément, euh, qui sera au pouvoir en Ukraine à ce moment-là, qui sera au pouvoir en Russie. Enfin bon, je pense que ce sont des phrases qu'il faut remettre dans leur contexte de guerre et de, encore une fois, de nécessité de discours de propagande et de radicalisation du discours lié à la guerre. Forcément, il y aura des négociations, forcément, il y aura des négociations sur, sur le territoire. L'annexion, effectivement, de ces 4 régions par la Russie, c'est un événement très important parce que ça montre la volonté vraiment d'inscrire cette guerre dans une conquête territoriale. Moi, je dis depuis le début, c'est une conquête territoriale, c'est une opération qui, vous parliez tout à l'heure de dividendes, comment on va faire payer, comment on va, bon, on va présenter aussi la guerre comme étant des sacrifices, mais regardez ce qu'on a gagné, on a regagné la sidérurgie du Donbass, telle terre, tel l'accès à tel port à Mariupol, telle centrale hydroélectrique, telle centrale nucléaire, et ça, ce sont des éléments essentiels de l'après-guerre. Moi, je pense que ce sera très intéressant de voir l'après-guerre, parce qu'on aura alors des acteurs qui sont les acteurs politiques ukrainiens, russes, occidentaux forcément. Alors évidemment, je pense que les Européens sont un peu dans les choux, là, pour le coup, ils se sont complètement discrédités, à mon sens, dans cette affaire. Et le sens de ma question, Mais par contre, ce qui sera important aussi, c'est les forces économiques et je dirais les oligarques ukrainiens et russes. Et là, il va se jouer beaucoup de choses au niveau économique, au niveau du partage, on peut dire, du butin. Est-ce que la Russie ne va pas être tentée de lâcher des terres contre des entreprises ou des sites industriels? Ça va être très oui, intéressant à mais observer, mais ça fait partie de Jean-Robert, l'après-guerre. On n'en est pas encore là. je pensais pas seulement au règlement de la question ukrainienne, je pense que je suis extrêmement pessimiste sur la survie d'un État ukrainien digne de ce nom, qui est aujourd'hui, malheureusement, comme souvent dans l'histoire, un État fantoche, hein, je veux dire, effectivement, alimenté complètement, qui va ressortir monstrueusement endetté, parce que toutes les armes qui sont données, elles ne sont pas données, justement, elles sont vendues, Hum. leasing, etc. J'ai appris Certaines que sont données, mais quand même, oui, enfin pas quelques, beaucoup, à peu hein. près la moitié. Et donc, quand je pense que j'ai appris ça récemment, que la Russie avait fini de payer l'Union soviétique, de payer ce qu'elle devait aux États-Unis pour ce qui avait été fourni pendant la Deuxième Guerre mondiale en 1986. Hein, ce qui est quand même, effectivement, ils ont payé, ils ont continué à payer. Je pense que bon, non, non, moi sur le retour vers l'Occident, je pensais, après cette mutation, parce qu'il y a eu une accélération de l'histoire, hein, il y a un certain nombre de choses qui se recomposent. Le sabotage, par exemple, le sabotage des gazoducs de Nord Stream va avoir des conséquences avec le rôle que Poutine propose à Erdogan. Alors tout ça est assez complexe, il y aura mais il y a de nouveaux équilibres qui se mettent en route. Hein, c'est assez impressionnant quand même. L'économie mondiale est en train de se transformer. Hein, je veux dire, la mondialisation comme forme moderne, je me répète, de la domination de l'Occident, je pense que c'est terminé. Alors, ça va prendre un certain temps. Donc, dans ce cadre-là, est-ce que, effectivement, et là, parce que je pense à l'Europe, hein, les États-Unis qui se débrouillent, je pense à l'Europe, donc je pense qu'on va sortir dans un triste état de cette affaire parce que on a fait toutes les bêtises possibles. Donc, est-ce que ce rejet tel qu'il est présenté, ce rejet de l'Occident par la Russie, sera durable, quoi. C'est-à-dire que non, nos amis seront et nos partenaires seront les Chinois, les Indiens, l'Afrique dont ils s'occupent, l'Amérique latine avec lesquels ils commencent à développer un certain nombre de choses, le Moyen-Orient.
parce que je reviens sur l'Arabie Saoudite, le Moyen-Orient, c'est quand même ce qui s'y passe, c'est assez impressionnant. Je ne sais pas ce que ça va donner, hein, et si il sera possible de mettre en place une réconciliation entre l'Iran chiite et l'Arabie Saoudite sunnite, mais je veux dire, le monde sera différent. Lorsque l'aspect militaire sera terminé, euh, par la négociation et par le traité de paix, c'est clair. Hein, je pense que le monde sera très différent de ce qu'il était le 23 février. Donc, Alors, est-ce que cette rupture avec l'Occident économique, l'Occident culturel, l'Occident civilisationnel, est-ce qu'elle sera durable? non, moi je pense pas que, encore une fois, moi je pense pas qu'il y a de rupture. C'est un bras de fer. Bon, c'est pas une rupture. Poutine l'a dit D'accord. avant-hier, il a dit des choses très simples. Il a dit il y a l'Occident collectif, ce bloc occidental qui s'est renforcé autour de Biden et des États-Unis pour défendre, soutenir la démocratie en Ukraine, et qui semble, mais qui n'est pas un bloc uni, ni durablement uni, il l'a dit. Pour la Russie, la diplomatie traditionnelle de la Russie depuis très longtemps, depuis la fin du XVIIIe, c'est de jouer, d'être une puissance européenne pleinement et d'y jouer la carte je dirais, des alliances avec un tel ou un tel contre un tel ou un tel. Bon, ce qui est clair, c'est que depuis 1945, l'URSS, puis la Russie, avec la parenthèse 90, mais cherche en fait à découpler, aimerait bien que cet Occident collectif soit moins collectif, que l'Europe soit plus indépendante et passe un partenariat énergétique, stratégique et industriel, économique, technologique avec la Russie. La Russie, grand fournisseur de matières premières, et ça, c'est vraiment une constante de la politique russe, je dirais, depuis les années 70, depuis qu'on a construit ces gazoducs. Ces gazoducs, on les a pas construits, c'est les soviétiques qui les ont construits, ils n'ont pas construit juste pour le plaisir de construire des gazoducs. C'était l'idée qu'on allait construire avec l'Europe un partenariat. Le problème de l'Europe, c'est qu'elle est alors je parle alors là comme Lavrov, je reprends les termes de Lavrov ou de Poutine, c'est qu'elle est sous domination américaine et que cette domination américaine l'empêche d'avoir une politique autonome. Et si l'Europe était véritablement autonome, elle se rapprocherait de la Russie. Et c'est donc cette politique-là qu'on mettra en place par tous les moyens. Après, moi, je ne pense pas qu'il y aura une rupture. D'abord, je ne pense pas qu'il y ait de rupture, parce que c'est une guerre. Guerre ne veut pas dire rupture. Et ensuite, je pense que cette politique à l'égard de l'Europe, elle reprendra. Alors, quand? Dans un an, dans 10 ans, je ne sais pas, mais elle reprendra. Objectivement, ça ne peut pas être autrement. Parce que la Russie fait partie de l'Europe. Bon, donc effectivement, la troisième Rome, c'est comme il s'autoproclame. Bon, écoutez, merci infiniment, Je Jean-Robert. vous en prie. Nous verrons tout ça. Période assez terrible, mais en même temps assez passionnante. Donc, j'espère que les choses finalement vont se calmer déjà au plan en ce qui concerne la guerre et que l'Europe saura trouver en elle, mais ça, je suis un peu inquiet pour l'instant, hein, euh, les ressources lui permettant de nouveau défendre ses intérêts plutôt que de défendre ceux